L'Olympique de Marseille est tout proche de boucler l'arrivée d'Igor Paixão pour 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus et un pourcentage à la revente. On a déjà un peu parlé du Brésilien sur la chaîne. On en avait parlé justement avec Enzo, qui est de retour sur la chaîne, dont vous appréciez à chaque fois les analyses sur les joueurs de Eredivisie. Il y a eu pas mal de joueurs de Eredivisie qui ont signé à l'OM sur les 12 derniers mois, notamment Jeffrey Delange et Geronimo Rulli. Et Igor Paixão devrait, sans suspense, les rejoindre dans les prochains jours, les prochaines heures même, pourquoi pas. Enzo, j'espère que tu vas bien. Je mettrai encore, comme d'habitude, les liens de ton Twitter en bio. Comment tu as réagi justement à cette information de la signature imminente de Paixão et justement les 30-35 millions d'euros qui font beaucoup parler auprès des supporters de l'OM? Ouais, bah, tu l'as bien dit, il y a le prix, 30 millions plus 5 de bonus, et ce pourcentage à la revente qui est de 30%, qui est quand même assez énorme. C'était un transfert dont on parlait depuis plusieurs semaines, on avait même eu le temps d'en faire une vidéo. J'étais surpris, oui et non, parce que comme je l'ai dit, c'était dans les tuyaux, mais en revanche, le prix, le fait que l'OM soit capable de mettre ce prix et surtout accepte de de faire un tel investissement sur un tel joueur, j'étais un peu surpris parce qu'on en parlera, on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail du profil. Mais certes, il y a de grosses qualités chez Igor Paixão, il y a de vraies saisons références, notamment la dernière. Il y a aussi une vraie qualité pour en faire un titulaire à l'OM dès son arrivée. Il y a aussi certaines lacunes, un âge qui est relativement avancé, 25 ans, et tout simplement un investissement qui peut mettre un petit peu en doute quelques petits bémols sur ce transfert du côté de Marseille, mais c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais on va essayer d'être un peu gris, de nuancer tout ça, mais un petit peu surpris quand même par l'investissement globalement qu'a pu faire Marseille sur ce joueur. Ouais, c'est parce que moi je pense que dans cette vidéo, c'est le truc auquel j'avais pensé. C'est pourquoi il y a deux choses un peu à dissocier. C'est le côté sportif où c'est un joueur de 25 ans, donc au niveau de l'impact sportif, on devrait s'attendre à un impact imminent. Mais financièrement, c'est vrai que les conditions du deal sont un peu étranges. Les 30% à la revente, les 35 millions d'euros, comme tu l'as dit. Et moi, en fait, pour donner mon avis, mais c'est surtout toi qu'on va écouter la vidéo, je pense que la plus-value sportive, il n'y aura pas de doute là-dessus, vu que en termes d'ailier gauche, qu'il a fait à la divisie, bon, même si on compare au joueur qui vient remplacer Luis Enrique, je pense qu'il est au-dessus globalement. Mais en termes de plus-value financière, je pense que l'OM n'en fera pas ou pas grandement. Et en tout cas, ça va surtout être une plus-value sportive. Paixão à l'OM. En tout cas, pour le présenter, Paixão, 25 ans, comme tu l'as dit, il l'a eu le 28 juin. Il est né en 2000, 1m68, à Feyenoord depuis maintenant 3 ans. Il a rejoint le club en 2022 après 3 saisons dans son club formateur de Coritiba. Si tu devais nous présenter Paixão, à la fois le joueur, son parcours et surtout son profil, comment tu nous le présenterais et comment tu le décrirais? En termes de parcours, déjà, ce qu'il faut noter par rapport à des joueurs qui viennent d'Eredivisie, il y a souvent cette taxe Eredivisie dont on parle, notamment pour les attaquants, c'est que lui, il part de ce championnat avec une vraie maturité. Tu l'as dit, il a 25 ans. Vous regarderez, ceux qui flopent, entre guillemets, en partant d'Eredivisie, c'est parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes, qu'ils n'ont pas assez de référence derrière lui. Ça ne vaut pas forcément pour Paixão, ça ne veut pas forcément dire qu'il va réussir. Mais il y a déjà une certaine garantie là-dessus. En termes de parcours, c'est assez linéaire pour le coup du côté de Feyenoord. Sa première saison, il était plutôt dans un rôle de super sub. Je crois que c'est 1200 minutes en Eredivisie. La deuxième, il est titulaire quasiment toute la saison et il prend vraiment de l'importance. Et puis la dernière, c'est vraiment lui le patron offensif de cette équipe, surtout après le départ de Santiago Jiménez l'hiver dernier. Donc c'est un parcours, une progression en développement linéaire du côté du Feyenoord. Donc c'est intéressant. Et pour parler du profil du joueur, tu l'as dit, c'est un ailier gauche assez petit, 1m68, même très petit, mais donc centre de gravité très bas. Il est très vif, il est très tanké sur le bas du corps. Il a pas mal progressé sur le plan physique depuis son arrivée aux Pays-Bas. J'ai vu quelques analyses sur Twitter qui pointaient un petit peu ses lacunes physiques. Je serais quand même plus nuancé. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui, sans être un monstre physique, a vraiment bien progressé là-dessus, notamment en termes de vitesse, d'accélération dans les petits espaces, dans les petits appuis, et même à l'épaule. C'est pas l'ailier le plus puissant, mais au vu de sa taille, c'est quand même un ailier qui peut assez bien résister à l'épaule. Le souci qu'on peut avoir avec Igor Paixão, qui, j'ai dit, physiquement assez bon, qui a une très grosse capacité de changement de rythme, de changement de direction aussi, c'est plutôt sur l'aspect technique, notamment pour une équipe de Roberto De Zerbi. C'est un joueur qui a pas mal de limites sur le plan technique, en tout cas pour un joueur qu'on recrute 35 millions, parce que c'est un ailier qui, notamment dans les prises de balles, est assez brouillon. Il y a pas mal de déchets techniques. Aussi dans le jeu combiné, on le retrouve notamment dans ses datas avancées. C'est un joueur qui a beaucoup plus de mal à faire la différence dans le jeu combiné par la passe, à créer le décalage par la passe, que par les dribbles, où sans être ultra
ultra technique. C'est vraiment pas l'ailier brésilien qui va faire des folies comme un Vinicius, comme un Neymar. C'est des styles différents. Mais c'est pas un joueur qui a une très grosse qualité de geste technique, mais de par ses qualités physiques et sa percussion, il peut faire des différences par le dribble de cette façon. Mais c'est un joueur vraiment de dernier tiers et qui est beaucoup moins à l'aise dans la construction du jeu depuis l'arrière, mais qui, dans les derniers mètres, dans le dernier tiers, comme je l'ai dit, a vraiment une grosse capacité à faire la différence, notamment seul, et qui est aussi, il faut le noter, très décisif, notamment en Eredivisie. Si je ne me trompe pas, la dernière saison, c'est 16 buts et 14 passes D. C'est un ailier qui est très performant dans la finition, qui a des bons choix de frappe, des bons choix de zone aussi. Il est souvent dans les bonnes zones, et aussi dans la justesse de ses choix. Il a beaucoup progressé depuis son arrivée aux Pays-Bas. Il était assez brut quand il est arrivé, pas mal de mauvais choix. C'est un peu normal quand tu sors du Brésil et que tu es encore jeune. Et vraiment, sur la dernière saison, on a vu que c'était un joueur vraiment mature et très efficace, contrairement par exemple à un Noah Lang dont on a pu parler, qui est beaucoup plus à l'aise dans la construction, mais beaucoup moins décisif dans les derniers mètres. Bah justement, bah déjà merci pour ta description parce qu'elle est très physique, tonique sur ses appuis, du fait que c'est un genre de dernier tir. Si on devait catégoriser au niveau de sa position, on sait qu'il joue à gauche, qu'il joue plutôt à gauche, mais est-ce que c'est plus un joueur qui va animer le couloir comme un vrai ailier? Est-ce que c'est plutôt un joueur qui va rentrer un peu comme un attaquant intérieur? Est-ce que c'est un positionnement plutôt axial avec ballon? Parce que du coup, tu dis joueur de dernier tiers, généralement on est plutôt sur des joueurs comme ça qui, en fait, sont des attaquants qui jouent sur le côté, quoi. C'est un vrai ailier faux pied, un ailier gauche faux pied qui rentre très, très souvent sur son pied droit. C'est un ailier intérieur, mais c'est pas un joueur qui va partir de l'intérieur. En tout cas, parfois il le fait. Il a même parfois été aligné numéro 10, mais c'est une zone dans laquelle il est beaucoup moins à l'aise parce qu'il a beaucoup moins d'espace pour prendre de la vitesse. Alors il a des qualités pour briller dans cette zone, mais je le trouve beaucoup plus pertinent quand il part du côté pour rentrer sur son pied droit. C'est vraiment un petit peu la caricature de l'ailier tout simplement qui a besoin d'un petit peu d'espace pour rentrer sur son pied droit. Il est capable de jouer un petit peu plus dans l'axe, mais je pense que voilà, dans sa zone, sera peut-être plus un rôle qui sera dédié à Adrien Rabiot qu'on a vu dans cette zone la saison passée, et vraiment Igor Paixão qui va occuper le côté gauche en pouvant rentrer dans le demi-espace gauche, un petit peu comme un Mason Greenwood aussi. Mais voilà, Igor Paixão a cette capacité. C'est pas non plus un joueur il est droitier, il rentre très souvent sur son pied droit, mais il a aussi un bon pied gauche sans être ambidextre, mais c'est pas un exclusif pied droit. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il peut offrir pas mal de possibilités à Roberto De Zerbi de ce point de vue-là. On parle d'un joueur qui va donc être recruté pour 30-35 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Toi, objectivement, Paixão, quand tu le voyais en Eredivisie, quand tu voyais ses saisons à Feyenoord, tu le voyais faire quoi comme carrière avant qu'il y ait la rumeur Olympique de Marseille? Par exemple, si on t'avait dit qu'il devait bouger cet été, mais qu'on ne parlait pas de l'OM, tu l'aurais vu dans quel type de club? Parce que c'est aussi une des questions que je me pose quand je vois que le seul club qui aujourd'hui a vraiment manifesté un intérêt est Leeds. Et encore, les rumeurs sont pas très fiables. Je me dis quand même, aller mettre 35 millions sur un joueur où les clubs se pressent pas sur lui, parce qu'objectivement, par exemple, un Noah Lang, on a vu que Naples a très rapidement bougé sur lui et a très rapidement bouclé le dossier. Lui, il y a eu des noms, on a parlé de la Roma, on a parlé de Newcastle, mais c'est des clubs qui n'ont jamais vraiment bougé sur lui, il n'y a que l'OM. Déjà, comment t'expliques ces situations? Et toi, tu le voyais faire quelle carrière avant de rejoindre l'OM? Déjà, sur ce mercato et le peu d'intérêt dont tu parles, faut dire que c'était très compliqué d'aller déloger Paixão du Feyenoord parce qu'il est sous contrat, enfin il était sous contrat jusqu'en 2029. Et puis ce Feyenoord est aussi un club qui cet été est en position de force parce qu'il y a déjà, enfin, va y avoir la vente de David Nansko aussi en défense qui va partir pour 40 millions en Arabie Saoudite. Donc on savait que ça allait être un joueur qui allait être très très cher. Et moi, au vu de sa saison, je l'imaginais dans un club de Première Ligue, que ce soit dans un bon club, en tout cas un club du top 8, du top 6, en tant que genre de rotation super sub, ou alors dans un club un petit peu plus bas, comme un West Ham, peut-être comme un Leeds aussi, en tout cas des clubs qui ont cette capacité à mettre beaucoup d'argent sur un joueur qu'a la Première Ligue et qui n'a pas forcément les autres championnats. Pour le coup, si tu me disais au début de l'été que Marseille, que Paixão allait rebondir à Marseille, je serais assez étonné parce qu'on l'a dit, c'est un énorme investissement et il n'y a pas de question sur son niveau parce que voilà, il sera, je l'ai dit, titulaire à Marseille sans de complications si tout se passe bien. Mais c'est vraiment en termes d'investissement, je ne voyais pas un autre club qui accepte de mettre autant sur un tel joueur
comme Igor Paixão, parce qu'on parlait de Noah Lang. Noah Lang, il y avait une autre opportunité de marché. C'était un joueur qui était davantage sur le départ. Il est parti pour entre 25 et 30 millions du côté du Napoli, donc c'est un petit peu moins cher. Alors qu'Igor Paixão, on voyait que c'était un joueur qui était très très compliqué à aller chercher du côté du Feyenoord d'un point de vue financier. Ouais, c'est ça, exactement. Bah justement, en termes de paris, parce que tu parles de clubs de première ligue, les clubs de première ligue peuvent se permettre d'aller mettre 35 millions sur un joueur et que ce joueur s'avère être un échec ou un joueur moyen et qui fait 5 saisons dans son club de première ligue. Parce que tu as parlé du prix, tu as quand même été assez dubitatif. Je me rappelle quand on a fait la première vidéo, tu disais oui, entre Noah Lang et Paixão, moi je vais chercher Paixão. Maintenant, si Paixão c'est 35-40 millions, bah, je vais prendre Lang. Toi, vraiment en tant qu'analyste, est-ce que pour toi, tu dis qu'il y a vraiment un risque? Parce que même dans ton introduction, tu as vraiment insisté là-dessus. Et même les supporters de l'OM, on sait que les transferts assez élevés, bon, il y a la pression, et on a surtout un historique qui est assez compliqué. On peut penser à Wai, on peut penser à Vitinha. Toi, si tu juges honnêtement avec le transfert qui a été, enfin la somme qui va être déboursée, tu penses qu'il y a vraiment un risque? Pour le coup, ouais, il y a un risque. Après, je nuancerais. Tu parlais de Vitinha, de Wai, c'est des joueurs qui ont été payés à peu près le même prix, mais qui avaient beaucoup moins de références et qui étaient beaucoup moins matures. Là, Paixão, tu as quand même un certain plafond, un certain plancher, pardon. Même si ça marche pas, ce sera un joueur que tu pourras revendre facilement une vingtaine de millions, vraiment, si vraiment ça marche pas. Et il y a même assez peu de chances que ce soit un véritable flop. Je pense qu'on est quand même sur un joueur qui offre certaines garanties. Après, je l'ai dit, il y a un vrai risque. Et même à 30 millions, je me disais, si tout se passe bien, il y a un vrai potentiel de revente aussi pour Paixão. Le truc, c'est qu'il y a aussi ces 30% Ouais. de revente qui, pour moi, sont vraiment plus que le prix en lui-même. C'est un petit peu le point noir de cette opération parce que si l'OM mise 30 millions sur Paixão, il y a possibilité peut-être dans 2-3 ans de le revendre en première ligue quand il aura 27-28 ans pour une quarantaine, une cinquantaine de millions si vraiment ça marche bien. Sauf qu'avec ces 30%, même tu annules presque la possibilité de faire une plus-value sur le joueur. Donc non, il y a un vrai risque. Après, on n'est pas non plus sur un move suicidaire, pardon. Et, je Mm. pense pas sur un flop comme un Vitinha, comme un Wai. Il ne faut pas du tout s'attendre à ça. Il y aura quand même un certain plancher de performance, mais il y a un vrai risque. C'est pas c'est pas de l'argent voilà, il a envoyé 30 millions, mais on n'est pas sur un joueur non plus qui offre toutes les garanties du monde, sur lequel tu es sûr de faire une plus-value et qui va forcément t'apporter, que ce soit sportivement ou financièrement. Bah, justement, à l'OM, il y a actuellement Greenwood et Gouiri qui rendent énormément satisfaction. Il y aura le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Bah, justement, avec ce prix, quelles doivent être les attentes des supporters de l'OM? Parce que déjà, je commence à avoir des tweets, oui, il va falloir être patient avec lui. Bon, je suis désolé, mais moi, un joueur qui prend 35 millions d'euros, je ne suis pas patient. Il faut avoir de l'impact, surtout à cet âge-là. Encore Wai, moi, j'étais un peu dans le discours où oui, il va falloir être patient. La saison à Lens, elle a été compliquée, il était plutôt jeune. Mais toi, tu t'attends à quoi sur Paixão? Tu penses que les supporters de l'OM doivent s'attendre à quoi? C'est quoi? C'est première saison, il doit être à 20 buts, à 15 buts, 10 passes D? Je pense qu'on peut s'attendre, ouais, une sorte de double-double, sans trop sans trop de problèmes. Il faudra confirmer. On sait que l'adaptation du côté de Marseille n'est pas toujours quelque chose d'évident, mais par exemple, le Feyenoord, un petit peu aux Pays-Bas, je le compare souvent à Marseille. C'est le club un petit peu le plus chaud en termes de pression locale, je pense. Pourtant, c'est un supporter de l'Ajax qui dit ça, mais en termes de chaud d'ambiance, d'environnement un petit peu chaleureux comme on connaît du côté de Marseille, il ne sera pas forcément dépaysé, même si je pense que Marseille est peut-être un petit peu au-dessus. Mais sur ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de problème, alors que Vitinha, Wai, Brassier, ça a pu leur peser sur les dernières années. Mais oui, on peut s'attendre déjà à un titulaire. Je l'ai dit, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour qu'il soit devant Jonathan Rowe, par exemple, dans la rotation. Je pense quand même qu'on est sur un meilleur ailier que Luis Enrique. Luis Enrique qui était très bon en tant que piston, mais meilleur ailier qui a plus de capacité, de qualité dans les 30 derniers mètres. Après, ce ne sera pas un joueur, je pense, du niveau de Mason Greenwood, sauf si vraiment il est très très bon, qu'il continue sur sa lancée. Mais je pense qu'il y a Gouiri quand aussi, tu penses? c'est un style différent parce qu'on est plus sur un 9, mais Non, je parle plus en termes de. Parce que Greenwood et Gouiri, en fait, le point commun que je trouve chez eux, c'est pas au niveau du profil, c'est plus le fait d'avoir fait changer de dimension à l'OM dans un certain secteur de jeu. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être le cas pour je Paixão? pense pas que ça sera je pense que ça peut être une vraie plus-value, un vrai plus pour l'attaque de l'OM, mais ce sera pas le patron offensif, le leader de cette équipe. Ok.
ça peut être un joueur qui peut s'approcher du niveau de Greenwood, de Gouiri dans l'impact. Après, je serais très étonné que dans un an, on se retrouve et on se dise Igor Paixão était le meilleur attaquant, en tout cas le meilleur joueur du secteur offensif marseillais, même si ça peut être vraiment un titulaire qui tient la route, où il n'y a pas de débat sur lui, une sorte de titulaire indiscutable, mais sans être voilà, le patron comme peut l'être un Mason Greenwood s'il trouve un petit peu de régularité, de continuité, et comme a pu l'être Amine Gouiri sur la seconde partie de saison. Mais je pense que les attentes du Marseille sont assez justes. Alors j'ai vu qu'il y a pas mal de débats, parce que d'un côté, tu le dis, il y a ceux qui misent, enfin qui s'appuient sur le montant de l'opération, qui disent 30 millions, il faut qu'on ait un joueur très, 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 très fort immédiatement. De l'autre côté, un joueur qui vient des Pays-Bas, que le public français ne connaît pas trop. Faut être voilà, dans la patience, dans l'attente. Je pense que c'est un petit peu entre les deux que la vérité se situe. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, même s'il vient des Pays-Bas, qui n'est pas forcément hyper connu en France, c'est un joueur qui est titulaire et à vraiment avoir un impact immédiat du côté de l'OM. Exactement, exactement. Surtout que je pense que la pression aussi, elle sera pas trop sur ses épaules, parce que même s'il y a le prix, il y a Aubameyang qui revient, il y a Gouiri, il y a Greenwood, il y a Rabiot, enfin il y a des joueurs qui prennent l'attention, et même Paixão, c'est ça qui va être paradoxal, c'est que comme tu l'as dit, il n'est pas connu par le grand public français, et que les supporters de l'OM vont plus être focus sur les grands noms, bien qu'il y aura également des attentes. Moi j'ai deux dernières questions. La première, elle concerne la Champions League. On l'a vu performer avec Feyenoord, notamment contre l'AC Milan. Est-ce que tu juges que c'est une recrue justement au niveau Ligue des Champions à l'heure actuelle, et que c'est un ailier solide pour un club qui, je sais pas, veut viser un 8e, ou bon, là je suis un peu ambitieux, un quart de Champions League à terme dans les 2-3 prochaines années, ou on n'est pas encore sur du joueur de ce calibre-là? En tout cas, si on se fie à cette saison, il a été très performant en Ligue des Champions, et faut savoir que Feyenoord fait un beau petit parcours en Ligue des Champions, mais une équipe qui a été très très pauvre dans le jeu, qui a été énormément impactée par les blessures. On ne sait pas trop comment ils ont su en arriver là. On se souvient du 6-1 qu'ils avaient pris par le LOSC notamment. Ouais. Durant l'hiver, c'était vraiment une équipe qui était non seulement très pauvre dans le jeu, et qui en plus n'était pas aidée par des blessures qui étaient totalement folles. Je crois qu'il y avait face à Lille ou en 8e, je ne sais plus, seulement 13 joueurs issus de l'équipe professionnelle. Le reste, c'était des jeunes et des jeunes de l'équipe Young. Donc, c'est vraiment un joueur qui a porté sur ses épaules le Feyenoord cette saison en Ligue des Champions, notamment dans les moments difficiles. À voir s'il réussira du côté de l'OM, mais en tout cas, sur cette saison de Ligue des Champions, il a vraiment apporté des garanties là-dessus. Après, ce sera un rôle différent qui attend du côté de Marseille. Mais clairement, c'est aussi un vrai point positif, cette campagne de Ligue des Champions pour Paixão la saison passée. Ouais, il va retrouver un entraîneur qui fait progresser les jeunes joueurs. Il avait eu Arne Slot à Feyenoord. Alors, je ne sais pas si ça avait duré qu'une seule saison ou 2 saisons avec lui. 2022, du coup, Arne Slot est parti en 2024. Donc, il a pu faire 2 saisons avec le coach néerlandais. Comment tu juges sa compatibilité avec le système de Roberto De Zerbi, de ce que tu en as vu cette saison? Aussi, bon, l'OM devrait évoluer en 4-2-3-1 cette saison, ou en 4-3-3. Et même, on a parlé de Gouiri et Greenwood dans une perspective comparative par rapport à l'impact, mais même une potentielle association. Qu'est-ce que tu en penses plus globalement? En termes de dispositif, déjà, 4-2-3-1, 4-3-3, c'est ce qu'il a quasiment toujours connu du côté du Feyenoord, donc pas de souci là-dessus. En termes d'association aussi, c'est assez complémentaire avec Gouiri et Greenwood. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé, parce qu'il a, je trouve, un Greenwood beaucoup plus juste techniquement, mais qui a peut-être moins cette capacité, je sais pas, à prendre l'espace sans ballon que peut avoir un Igor Paixão, par exemple. Puis Amine Gouiri, on sait que dans le jeu combiné, c'est quand même excellent en termes de numéro 9. Donc si ton ailier gauche est un petit peu moins bon, comme c'est le cas avec Paixão, ça peut être compensé par la part d'Amine Gouiri là-dessus. Donc pas trop de soucis là-dedans. Après, je l'ai dit, et c'est ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est un petit peu peut-être la compatibilité qu'on peut avoir entre Paixão et De Zerbi sur le plan du jeu de construction, de position. C'est plus un joueur de transition pour le moment. C'est un excellent ailier de percussion, mais beaucoup moins un ailier de construction. Après, dans ces cas-là, j'ai toujours deux lectures différentes. Il y a cette incompatibilité qu'on peut noter. Et de l'autre côté, la capacité d'Igor Paixão à amener autre chose au jeu de De Zerbi. On sait que Greenwood est très à l'aise dans le jeu de construction. Gouiri aussi. Les milieux sont très techniques. C'est pas non plus de refus d'avoir un joueur qui est peut-être un petit peu moins à l'aise dans ce jeu combiné, mais qui a d'autres qualités, qui peuvent apporter d'autres solutions à l'attaque de l'OM, avec beaucoup plus de percussion et de qualité aussi dans les 30 derniers mètres. Et puis, comme Greenwood, une vraie capacité à être décisif, à être très efficace devant le but aussi. Donc, c'est
je pense le truc qui va m'intéresser le plus sur Igor Paixão à l'OM, vu que je le connaissais d'avant, on sait que le jeu du Feyenoord est beaucoup moins posé, patient que ce que peut proposer De Zerbi du côté de Marseille. Je suis curieux de voir son adaptation là-dedans. Je pense qu'il devra progresser vraiment dans le jeu de construction, mais c'est pas non plus rédhibitoire parce que, comme j'ai dit, il peut offrir d'autres choses et ça peut être vraiment très intéressant à suivre. Ça peut être un bon apport pour les deux parties. Marseille qui a un ailier qui lui apporte d'autres choses et Paixão qui va pouvoir se développer sur un petit peu ses lacunes du moment. Je viens de trouver une dernière question que j'avais listée, c'était son implication défensive, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais Noah Lang, on avait cerné le fait que ça allait être compliqué s'il venait défensivement, parce qu'on avait déjà Greenwood qui avait du mal à défendre. Là, en plus, dans le système, il devrait avoir Medina normalement derrière lui si on est à 4, et quand on sera à 3, bon, bah, il animera le couloir tout seul. Tu penses que défensivement, c'est un joueur plutôt fiable au niveau du pressing, etc., etc. Par exemple, par rapport à Noah Lang, c'est beaucoup plus fiable. J'ai vu aussi, je sais plus qui en plus avait fait plutôt une bonne analyse dans l'ensemble, mais je crois que c'est Espoir du foot sur Twitter, qui avait fait une bonne analyse dans l'ensemble, mais sur ce point-là, je n'étais pas forcément d'accord avec lui, ou c'était Mathis Seguetto, je sais plus, mais qui pointait une forme de nonchalance dans l'apport défensif. Je serais quand même plus nuancé parce que même dans les dates avancées, ça se retrouve. C'est l'un des ailiers qui presse le plus, qui a en tout cas les meilleurs stats défensifs quand tu rapportes au taux de possession de son équipe. C'est un joueur qui, du coup, a l'habitude, en plus, on ne l'a pas dit, mais avec Feyenoord, de quand même jouer dans une équipe dominante qui a le ballon. Et même sur le plan défensif, il est impliqué et je ne pense pas que ça sera un sujet du côté de Marseille. Greenwood a pu être un petit peu visé sur ce point-là. Je pense que Paixão est quand même plus impliqué. Alors, ce n'est pas toujours ultra régulier. Il y a des matchs ou des séquences où il est peut-être un petit peu plus déconnecté que d'autres, mais je pense qu'avec un Roberto De Zerbi derrière lui, avec aussi ce changement de contexte où vraiment il était patron du côté de Feyenoord, là il aura beaucoup d'autres choses à prouver. Je pense qu'il n'y a pas forcément de doute sur son implication défensive, sans être un des ailiers ultra performants défensivement. C'est un joueur qui reste quand même assez bien connecté, assez bien impliqué, donc pas forcément de doute là-dessus, même s'il sera surveillé s'il arrive à trouver un petit peu plus d'irrégularité dans son pressing. Bah écoute Enzo, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'était super. Enfin, franchement, à chaque fois, les analyses, on se régale. Je pense que les abonnés vont également apprécier. En espérant que ce soit une réussite à l'instar de Geronimo Rulli, qui a été une belle réussite du côté de l'Ajax, sur qui aussi on avait des petits doutes qui étaient légitimes par rapport à son passage aux Pays-Bas. Bon, Paixão, c'est pas du tout le même passage parce que Rulli, on était proche un peu de la catastrophe. Je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter d'Enzo. Je mettrai les liens en bio si vous voulez avoir des analyses sur le football néerlandais. Je crois que tu es également supporter du PSG, donc ça, on peut s'en priver. Oui, en espérant que Paixão brille dans les grands matchs. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est son cas. On verra s'il pourrait être performant face au Paris Saint-Germain. Il y aura un classico dès le mois de septembre. Et puis nous, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et allez l'OM!